On dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. Pour Alexandre, je n'étais pas cachée. J'étais la fondation invisible sur laquelle il avait bâti son royaume, notre empire. Notre appartement du 16e arrondissement, avec sa vue imprenable sur les toits de Paris, elle n'était pas seulement un foyer. Était le trophée de notre réussite commune, le symbole tangible de tout ce que nous avions accompli, main dans la main. Chaque matin, je ressentais une gratitude infinie en le regardant se préparer. Lui, le PDG charismatique et photogénique d'Avenir Tech. J'aimais son ambition, la façon dont il pouvait captiver un auditoire entier par sa simple présence. Il était le visage public, le leader que tout le monde admirait, et j'avais volontairement accepté mon rôle dans l'ombre. J était la stratège, le cerveau qui passait des nuits blanches à peaufiner des business plans et à coder des algorithmes. C était notre pacte, notre équilibre parfait. Il brillait pour nous deux, et sa lumière me suffisait amplement. Je croyais notre amour aussi solide et éternel que la pierre de taille des immeubles haussmanniens qui nous entouraient, sans voir les fissures qui rongeaient déjà les murs de notre paradis doré. Avenir Tech était notre enfant, né d'une simple idée griffonnée sur une serviette en papier lors de notre premier dîner en amoureux. Je l'avais nourri de mon expertise, de mon temps et de mon énergie, le transformant en un fleuron de la French Tech. Chaque contrat signé, chaque innovation lancée était, à mes yeux, une validation de notre partenariat indestructible. Ma confiance en notre cercle rapproché était absolue, presque naïve. Sophie, ma meilleure amie, ma confidente la plus chère, qui était aussi notre directrice marketing et semblait comprendre mes visions mieux que quiconque. Et puis Julien, le directeur financier, le mentor d'Alexandre, dont la loyauté me paraissait aussi fiable et immuable que les chiffres qu'il gérait. Si Alexandre devenait parfois distant, ou si Sophie me regardait avec une pitié que je ne comprenais pas, je mettais cela sur le compte du stress, de la pression immense qui pesait sur leurs épaules. J était bien trop occupé à construire notre avenir pour remarquer qu'ils étaient en train de méticuleusement planifier ma destruction. Ce soir, pour son anniversaire, j'avais tout organisé pour une célébration somptueuse, l'apogée de notre bonheur, juste avant la chute vertigineuse dans l'abîme. Le champagne coulait à flots, les rires fusaient dans notre appartement baigné de lumière, et tout semblait parfait. C était le point culminant de notre vie, la célébration de l'homme que j'avais aidé à devenir une légende. Je lui ai tendu mon cadeau, une Patek Philippe gravée de nos initiales, pas seulement une montre, mais le symbole des milliers d'heures que nous avions investies ensemble. Il a ouvert elle écrin, et pendant une seconde, j'ai vu le masque du PDG charismatique se fissurer, révélant une lueur de haine pure dans ses yeux. Il a levé son verre, le silence s'est fait, et sa voix a claqué dans l'air, nette et cruelle. « Ce n'est rien, ça. Tu sais ce qui serait le plus beau des cadeaux? Que tu crèves. » Le temps s'est suspendu. Les sourires se sont figés sur les visages de nos invités. Mon monde, si méticuleusement construit, venait d'être réduit en cendres par une seule phrase, prononcée par l'homme pour qui j'aurais donné ma vie. L'humiliation était totale, publique et absolument dévastatrice. Mes jambes m'ont porté d'elles-mêmes, me guidant à travers une mer de visages pétrifiés vers le seul refuge possible, le balcon. Chaque regard posé sur moi était un poignard de pitié ou de curiosité malsaine. J'ai poussé la porte-fenêtre et l'air glacial de la nuit parisienne a fouetté mon visage. Un choc bienvenu qui menaçait de me ramener à la réalité. Mais je ne voulais pas de la réalité. Je m'agrippais désespérément aux dernières bribes de mon illusion, cherchant une explication rationnelle. Le stress, la pression, trop de champagne. Était impossible qu'il ait pensé ce qu'il a dit. Alexandre m'aimait. Il ne pouvait pas me haïr. Pas comme ça. Pas avec cette froideur calculée. Appuyé contre la balustrade en fer forgé, surplombant les lumières de la ville qui avaient toujours symbolisé nos ambitions, je sentais mon cœur se briser en 1 million de fragments de verre, aussi froids et tranchants que la nuit qui m'enveloppait. Puis, à travers la porte-fenêtre entr'ouverte, j'ai entendu sa voix. Le ton n'était plus pâteux ou faussement ivre. Il était tranchant, sobre, chirurgical. Était la voix de l'homme d'affaires impitoyable que je connaissais si bien. Mais elle n'était pas dirigée contre un concurrent, elle était dirigée contre moi. « Calme-toi, Julien », disait-il au téléphone, sa voix basse et pleine de mépris. Était un dérapage, mais elle est anéantie. Elle ne se doutera de rien.
Anéanti. Le mot a résonné en moi. Ma douleur N n'était pas un accident regrettable, était une condition nécessaire à leur plan. Mon état de choc, ma souffrance, ma confusion, ils comptèrent dessus. J'ai compris à cet instant que l'humiliation publique N n'était pas l'attaque principale. Ce N était que le tir de barrage destiné à me désorienter avant le véritable assaut. J était la cible d'une conspiration, et mon propre mari en était le commandant. La conversation a continué, et chaque mot était un nouveau coup de poignard. L'audit de lundi va la pulvériser. D'ici la fin de la semaine, Hélène appartiendra au passé. L'audit, ce mot anodin, administratif, était en réalité leur arme du crime. Un mécanisme conçu pour éradiquer, non seulement de l'entreprise, mais de l'existence même que j'avais créée. Appartiendra au passé. Ce N n'était pas une menace de divorce. C était une promesse d'effacement complet. La femme que J était, l'architecte d'Avenir Tech, la partenaire, elle épouse, tout devait disparaître. Le froid de la pierre s'est infiltré dans mes os, mais ce N était rien comparé à la glace qui envahissait mon cœur. L'amour N était plus qu'un souvenir lointain, une illusion brûlée. J était face à un ennemi qui avait dormi à mes côtés, un traître qui avait partagé mes rêves tout en planifiant ma destruction. Je suis restée immobile dans l'ombre du balcon, bien après qu'il ait raccroché. Les larmes qui avaient menacé de couler se sont gelées dans mes yeux. La douleur suffocante s'est transformée en une clarté terrible, une lucidité glaciale. La femme brisée qui avait cherché refuge quelques minutes plus tôt venait de mourir. À sa place, quelque chose de nouveau et de dur venait de naître. Il me croyait anéanti, parfait. Il me pensait faible et prévisible. Encore mieux. Il s'attendait à des crises de larmes, des accusations hystériques, un effondrement complet. Je leur offrirais le spectacle d'une femme brisée, tout en devenant le fantôme dans leur système. Ils m'avaient donné une date butoir, lundi. Ils pensaient que C était la date de mon exécution. Ils avaient tort. C était le début de leur fin. La partie venait de commencer, et ils ne savaient même pas qu'ils étaient déjà en train de la perdre. Je suis rentrée à l'intérieur. Mais ce N était plus la même femme qui avait fui sur le balcon quelques minutes plus tôt. La Hélène brisée, humiliée, était restée dehors, gelée dans la nuit parisienne. Celle qui a franchi le seuil était une étrangère dans sa propre maison, une actrice sur la scène de sa propre tragédie. Mon cœur ne battait plus au rythme de la douleur, mais à celui, lent et régulier, d'un métronome réglé sur une seule note, la vengeance. J'ai balayé la pièce du regard. Je ne voyais plus des amis, mais des complices. Je ne voyais plus l'homme que j'aimais, mais une cible. Leurs sourires inquiets, leurs regards faussement compatissants n'étaient que des données à analyser. La confrontation? L'hystérie? C était ce qu'ils attendaient, ce qu'ils espéraient. C était le rôle de la victime qu'ils m'avaient assigné. Mais j'avais décidé de changer de scénario. Le leur se terminait par ma destruction. Le mien, qui commençait à cet instant précis, se terminerait par la leur. La chaleur de l'amour avait laissé place à une lucidité polaire, et dans ce froid, un plan commençait à prendre forme. Le lendemain matin, je leur ai offert le spectacle qu'ils attendaient avec impatience. Je suis descendue pour le petit déjeuner, le visage bouffi, les yeux rougis, vêtue d'un peignoir qui semblait trop grand pour mon corps soudainement frêle. J était l'incarnation parfaite du chagrin. Alexandre et Sophie m'ont regardé avec un mélange de pitié feinte et de soulagement mal dissimulé. D'une voix brisée, que j'ai dû m'entraîner à produire devant le miroir de la salle de bain, je me suis excusée. Je me suis excusée de l'avoir mis dans l'embarras, d'avoir gâché sa soirée. Chaque mot était un poison que je leur faisais boire avec délectation. Puis, j'ai porté le coup de grâce. J'ai besoin de prendre l'air. Je pensais aller quelques jours dans ce centre de thalasso à Biarritz, tu sais, pour me vider la tête. C était mon premier coup, mon ouverture aux échecs. Je leur tendais un pion empoisonné, et je savais, en voyant l'éclair de triomphe dans leurs yeux, qu'ils allèrent le prendre sans hésiter. Le soulagement sur leur visage était presque comique. Ils se sont empressés d'approuver, leur sollicitude devenant soudainement écœurante. « Oui, ma chérie, c'est une excellente idée, » a dit Alexandre, posant une main sur mon épaule que j'ai eu envie de brûler. « Prends tout le temps qu'il te faudra. » Sophie a ajouté, avec une douceur venimeuse,
On s'occupe de tout ici. Ne t'inquiète pour rien. Repose-toi bien, Hélène. Tu en as vraiment besoin. Il me croyait anéanti, docile, prévisible. Il pensait que ma retraite à Biarritz était le signe de ma capitulation, l'acte final de mon effacement. Leur arrogance était leur plus grande faiblesse, et elle devenait ma plus grande force. Ils ne me voyaient pas comme une menace, mais comme un problème qui se résolvait de lui-même. Ils venaient de me donner exactement ce dont j'avais besoin. Du temps, de l'espace, et surtout, l'illusion de leur contrôle total. Ils m'ouvraient la porte de ma propre cage, sans se douter que je partais pour forger les clés de la leur. En faisant ma valise, je n'ai pris que le strict nécessaire, laissant derrière moi les robes de créateur, les bijoux, toute la panoplie de la femme du PDG. Ces objets ne m'appartenaient plus, car cette femme était morte la veille au soir sur ce balcon. En quittant l'appartement, j'ai jeté un dernier regard non pas sur les souvenirs, mais sur le champ de bataille. Chaque tableau, chaque meuble était un actif à liquider, un territoire à reconquérir. Le baiser d'Alexandre sur mon front fut le contact le plus froid que j'ai jamais ressenti. Ce N n'était pas une retraite. C était un redéploiement stratégique. Ma disparition, N, n'était pas une fuite, mais le début d'une infiltration. Il voulait que je crève? Très bien. Hélène, leur Hélène, allait mourir à Biarritz. Mais de ses cendres, une autre entité allait naître, un fantôme dans leur système, une prédatrice invisible qui allait les chasser un par un et démanteler, pièce par pièce, l'empire qu'ils m'avaient de voler. La partie ne faisait que commencer. Biarritz, c'est là qu'il m'imaginait, enveloppé dans un peignoir blanc, le regard vide fixé sur l'océan, une femme brisée se faisant masser pour oublier sa propre existence. La réalité était bien moins poétique. Mon refuge n'était pas une suite luxueuse avec vue sur mer, mais un 2 pièces anonyme et impersonnel dans une banlieue grise de Lyon, loué sous un faux nom. Il n'y avait ni spa, ni champagne, ni service en chambre. Il n'y avait que la lumière bleutée de 3 écrans d'ordinateur, un enchevêtrement de câbles et l'odeur de café froid. La femme qu'il croyait en train de se noyer dans le chagrin était en réalité en train de devenir le centre névralgique d'une opération de démolition. Ils m'avaient souhaité la mort. J'allais leur offrir quelque chose de bien pire. J'allais devenir leur Dieu, omnisciente et invisible, et j'allais défaire leur création, fil par fil, depuis mon sanctuaire digital. La guerre silencieuse avait commencé. Ma première incursion fut d'une simplicité déconcertante. Pendant des années, j'avais été l'architecte de l'infrastructure numérique d'Avenir Tech. J'en connaissais chaque recoin, chaque porte dérobée que j'avais moi-même laissée en place pour des diagnostics d'urgence. C'était mon royaume. Et il n'en était que les locataires ignorants. Le mot de passe d'Alexandre, le nom de son premier chien, suivi de l'année de notre rencontre, pathétique et prévisible. En moins de 5 minutes, j'étais à l'intérieur. Pas seulement dans le système, mais dans sa vie. Ses emails, ses calendriers, ses messages privés, tout s'étalait devant moi. Une carte détaillée de sa trahison. Il pensait avoir changé les serrures de notre appartement, mais il avait oublié que j'avais construit la forteresse numérique dans laquelle il se cachait. Et j'avais gardé un double de toutes les clés. Mon premier mouvement n'était pas une attaque, mais une reconnaissance en territoire ennemi. La vérité sur l'audit ne tarda pas à éclater, plus sordide que je ne l'avais imaginé. Dans un dossier crypté sur le serveur de Julien, sobrement intitulé « Contingence H », j'ai trouvé le plan dans toute sa splendeur malveillante. Des mois de travail, des dizaines de transactions fictives, des virements vers des comptes offshore ouverts à mon nom, des signatures numériques falsifiées avec une expertise glaçante. Ils n'avaient pas seulement prévu de me voler mes parts, ils avaient construit un labyrinthe juridique conçu pour me présenter comme une criminelle. L'audit de lundi n'était pas un examen. C'était une mise en scène. Mon humiliation publique devait me rendre trop faible pour me défendre, et ces preuves fabriquées devaient garantir ma chute, même si je trouvais la force de me battre. Je n'ai ressenti aucune douleur en lisant ces lignes, seulement le froid métallique d'une certitude. Je téléchargeais chaque document, chaque preuve. Ma colère se muait en une collection d'exhibits pour un procès qu'ils ne savaient pas encore devoir affronter. L'enquête professionnelle se mua rapidement en une dissection de leur trahison personnelle. Il ne m'a fallu que quelques clics pour trouver la correspondance entre Alexandre et Sophie. Leurs échanges n'étaient pas cachés dans des dossiers secrets,
mais noyés dans le flot de leurs conversations professionnelles, utilisant des noms de code ridicules. Ils parlaient de « finaliser le projet Hélène », comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises. Ils planifiaient leurs vacances dans ma maison, discutèrent de la vente de mes bijoux, se moquaient de ma naïveté aveugle. Chaque mot était un poison, mais je le buvais comme un antidote. La douleur initiale, celle du balcon, était une blessure ouverte et chaotique. Ceci était différent. C'était une analyse clinique de la trahison. Je n'étais plus la victime éplorée. J'étais une pathologiste examinant la tumeur qui rongeait ma vie, notant chaque cellule cancéreuse, chaque métastase, préparant l'excision chirurgicale. Leur cupidité, cependant, dépassait la simple spoliation de ma fortune. Le véritable objectif, le coup de grâce qu'ils préparaient, était dissimulé dans les projections financières d'un projet ultra secret nommé ICAR. C'était la vente de la technologie de base due au projet Prométhée, mon chef-d'œuvre, l'algorithme d'intelligence artificielle qui devait garantir l'avenir d'Avenir Tech pour la prochaine décennie. Il s'apprêtait à le vendre pour une fraction de sa valeur à notre plus grand concurrent, en échange d'un pot de vin substantiel versé sur un compte à Singapour. Ils n'allaient pas seulement me détruire, moi, ils allaient éventrer l'entreprise, notre enfant, pour un gain rapide et facile. C'était l'ultime profanation. Ils n'étaient pas des bâtisseurs, comme moi. C'étaient des pillards, des charognards venus dépecer le corps de ce que j'avais créé. C'est à ce moment que toute hésitation, toute trace de l'ancienne Hélène, s'est définitivement évaporée. L'heure de la riposte avait sonné. Ma première attaque ne serait pas un coup de canon, mais un murmure empoisonné. J'ai créé une adresse e-mail temporaire et anonyme, un fantôme dans le cyberespace. Le destinataire, Julien. Le message était court, cryptique, et conçu pour jouer sur sa plus grande peur, être trahi par plus malin que lui. A. Discute des termes de l'accord ICAR directement avec Zurich. Il semble que votre part de la commission soit en cours de réévaluation. Un ami qui vous veut du bien. Je n'avais aucune preuve de cela, mais je n'en avais pas besoin. Je connaissais Julien. C'était un homme qui ne faisait confiance qu'aux chiffres, et qui suspectait tout le monde de vouloir truquer le bilan. Je venais de lui donner une variable qu'il ne pouvait pas contrôler. Une graine de paranoïa plantée directement dans le sol fertile de sa méfiance naturelle. La guerre psychologique était déclarée. Le deuxième coup visait l'arrogance d'Alexandre. Sa plus grande fierté était son image publique, celle du visionnaire de la French Tech, du leader charismatique adulé par la presse. J'ai donc contacté, toujours anonymement, un journaliste économique connu pour son style incisif et sa haine des effets d'annonce. Je ne lui ai pas donné toute l'histoire, ce serait trop suspect. Je lui ai simplement fourni des documents internes, authentiques mais mineurs, prouvant que les derniers résultats trimestriels d'Avenir Tech avaient été légèrement embellis. Rien d'illégal, juste assez pour suggérer une gestion approximative et un manque de transparence. C'était une piqûre d'épingle dans le ballon de son ego. L'article, publié 2 jours plus tard, était titré « Avenir Tech, plus de communication que de résultats ». Ce n'était pas une bombe, mais le début d'une érosion lente et méthodique de sa crédibilité. Le résultat fut encore plus satisfaisant que je ne l'avais espéré. Grâce à mon accès à leur communication, j'ai pu assister en direct à l'implosion. Alexandre, fou de rage, a convoqué une réunion de crise. J'ai lu la transcription de l'appel. Ses cris, ses accusations, sa paranoïa galopante. Il a immédiatement soupçonné une taupe au sein du comité de direction. Son premier regard s'est tourné vers Julien, le gardien des chiffres. Julien, déjà ébranlé par mon email anonyme, s'est défendu avec une véhémence qui a paru suspecte à Alexandre. Sophie, tentant de jouer les médiatrices, n'a fait qu'attiser les flammes. Ils étaient enfermés dans une pièce, se regardant avec suspicion, cherchant un traître parmi eux, sans jamais imaginer que l'ennemi les observait depuis un appartement anonyme à des centaines de kilomètres de là, savourant chaque seconde de leur désarroi. Le coup suivant devait être plus spectaculaire, une humiliation publique qui ferait écho à la mienne. Avenir Tech s'apprêtait à lancer une mise à jour majeure de son logiciel phare, une présentation qui serait diffusée en direct devant des milliers de clients et d'investisseurs. Alexandre devait en faire la démonstration lui-même. La nuit précédant l'événement, j'ai utilisé mes accès administrateurs pour me glisser dans le code source. Je n'ai pas implanté un virus destructeur. C'était trop grossier. J'ai simplement modifié une seule ligne de code dans le module de rendu graphique.
Une modification minuscule, invisible lors des tests, mais qui, sous la charge d'une démonstration en direct, provoquerait un bug d'affichage particulièrement grotesque et ridicule. L'arme du crime n'était pas une bombe, mais une peau de banane numérique placée au moment le plus inopportun. Le jour du lancement, je me suis installée devant mon écran, une tasse de thé à la main, comme si j'assistais à une première de théâtre. Alexandre est monté sur scène, tout sourire, débordant de cette confiance factice que je connaissais si bien. Il a commencé sa démonstration. Les mots « révolutionnaire » et « d'innovation de rupture » s'échappant de ses lèvres. Puis, au moment crucial, le bug s'est déclenché. L'interface s'est déformée, les couleurs ont viré au psychédélique, et le logo d'Avenir Tech s'est affiché à l'envers, pulsant de manière erratique. Un silence gêné a rempli la salle, suivi de quelques rires étouffés. Le visage d'Alexandre s'est décomposé, passant de la superbe à la panique pure en moins de 3 secondes. Il a bafouillé des excuses, a tenté de redémarrer, mais le mal était fait. Son grand moment de triomphe s'était transformé en une farce technologique et j'en étais la seule metteuse en scène. La paranoïa au sein d'Avenir Tech atteignit un niveau critique. L'échec du lancement ne pouvait être une coïncidence. C'était un sabotage. Alexandre, désormais convaincu d'être la cible d'une conspiration interne, a instauré un climat de terreur. Il a ordonné une enquête interne, confisqué les ordinateurs, interrogé les ingénieurs un par un. Il voyait des traîtres partout. Sa fureur, autrefois dirigée contre moi, se retournait maintenant contre ses propres complices. Dans un échange de messages que j'ai intercepté, il accusait Sophie de l'avoir distrait, d'être trop laxiste avec ses équipes marketing. Elle, de son côté, lui reprochait son arrogance et son incapacité à gérer la crise. Le couple de conspirateurs, si unis dans leur projet de me détruire, commençait à se fissurer sous la pression que j'exerçais depuis l'ombre. Leur château de cartes, construit sur la cupidité et la trahison, vacillait au moindre souffle. Il était temps d'enfoncer un nouveau coin entre eux. Cette fois, la cible était Alexandre. Mon deuxième email anonyme lui était destiné. J'y ai joint un relevé de compte, légèrement modifié par mes soins, provenant d'une banque suisse. Il semblait montrer un virement récent et substantiel vers un compte personnel au nom de Julien. Le mémo de la transaction était simple. Icar, à compte. Pour accompagner le document, une seule phrase. Il sécurise ses arrières. Et vous? La beauté de ce mensonge résidait dans sa plausibilité. C'était exactement le genre de coup bas que Julien, l'homme prudent et méthodique, aurait pu tenter. Je savais qu'Alexandre, dans son état de paranoïa avancé, ne chercherait pas à vérifier. Il verrait ce qu'il voulait voir, la trahison de son mentor. Pendant que le chaos régnait dans leurs rangs, je me suis consacrée à la tâche la plus importante, la consolidation de mon arsenal. Ils étaient distraits, occupés à se déchirer mutuellement, me laissant le champ libre pour piller leurs secrets les plus sombres. J'ai compilé, trié et organisé des gigaoctets de données. Les emails détaillant le plan de fraude, les enregistrements de leurs appels où ils se moquèrent de moi, les contrats préliminaires pour la vente du projet Prométhée, et maintenant, la preuve de leur panique et de leurs accusations mutuelles. J'ai tout assemblé dans un dossier unique que j'ai baptisé le cadeau d'anniversaire. C'était une bombe à fragmentation numérique, chaque fichier étant un éclat de shrapnel prêt à anéantir leur carrière, leur réputation et leur liberté. La question n'était plus de savoir si j'avais assez de preuves, mais de choisir le lieu et l'heure de la détonation. Même dans ma forteresse numérique, j'ai compris que j'aurais besoin d'un allié sur le terrain, une paire d'yeux et de mains à l'intérieur de la citadelle. Mon choix s'est porté sur Camille, une jeune et brillante analyste système que j'avais prise sous mon aile quelques années auparavant. Elle me devait sa carrière, et je savais que sa loyauté était envers moi. Pas envers l'imposteur qui occupait mon trône. Je l'ai contactée via un canal de communication entièrement sécurisé. Je ne lui ai pas révélé toute l'étendue de mon plan, seulement que je menais une enquête sur des irrégularités graves et que j'avais besoin de son aide. Je lui ai demandé une seule chose, installer un petit dispositif de ma conception sur le réseau interne de la salle de conférence principale. Un cheval de 3 physiques. Elle a accepté sans poser de questions. Sa confiance était un baume sur les blessures de la trahison et une pièce maîtresse de mon plan final. Le piège était désormais en place. Mes ennemis étaient affaiblis, isolés, et se méfièrent les uns des autres plus qu'ils ne se méfièrent du monde extérieur.
Leur empire, qui semblait si imprenable, était miné de l'intérieur par les doutes que j'avais semés. Ils étaient devenus les acteurs involontaires d'une tragédie que j'écrivais en temps réel. Ils me croyaient à Biarritz, neutralisé par le chagrin. En réalité, j'étais plus proche que jamais, une présence spectrale dans leur vie, tirant les ficelles de leur destruction. La guerre silencieuse touchait à sa fin. J'avais choisi mon champ de bataille, la cérémonie des trophées de l'innovation, où Alexandre devait recevoir le prix ultime, le couronnement de son imposture. Il s'attendait à une ovation. Je lui préparais une exécution publique. Le silence allait bientôt être rompu par le son assourdissant de leur chute. Mon plan se déroulait avec la précision d'une horlogerie suisse, chaque rouage s'emboîtant parfaitement dans le suivant. La paranoïa que j'avais injectée dans les veines d'Avenir Tech était un poison lent et efficace. Alexandre, aveuglé par sa rage et son ego, voyait des traîtres à chaque coin de bureau. Julien, rongé par le doute, se barricadait derrière des pare-feux de plus en plus complexes, croyant se protéger d'Alexandre, alors qu'il ne faisait que m'offrir de nouveaux défis à relever. Sophie, quant à elle, naviguait entre les deux hommes, tentant de préserver une alliance qui se désintégrait sous ses yeux. Depuis mon poste d'observation à Lyon, je les regardais s'agiter comme des insectes pris au piège dans une toile invisible. J était la tisseuse, la prédatrice, et j'attendais patiemment le moment de porter le coup fatal. La cérémonie des trophées de l'innovation approchait, et mon triomphe semblait n'être plus qu'une simple question de temps. C'est dans cet excès de confiance que j'ai failli rater le détail qui a tout changé. En effectuant une dernière vérification des serveurs financiers de Julien, cherchant à consolider mes preuves de fraude, je suis tombée sur une ligne de dépenses inhabituelle, classée sous un projet obscur nommé « nettoyage et maintenance externe ». Ce N n'était pas une somme exorbitante, juste assez pour ne pas déclencher d'alerte automatique, mais elle était récurrente. Intriguée, j'ai suivi la piste. Le virement menait à une société écran basée au Panama, une entité sans site web, sans employés listés, sans aucune existence tangible. Ce N n'était pas le style de Julien. Sa fraude était complexe mais restait dans le domaine du plausible, du corporatif. Cette transaction, elle, sentait le soufre. Elle appartenait à un monde bien plus sombre, un monde où les dettes ne se réglaient pas devant un tribunal. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai abandonné momentanément les preuves de la fraude fiscale pour me concentrer sur ce nouveau mystère. J'ai utilisé des techniques de piratage plus poussées, celles que je réservais pour les cas extrêmes, pour contourner les protections de la banque panaméenne. Après des heures d'un travail acharné, qui ont fait perler la sueur sur mon front malgré la fraîcheur de l'appartement, j'ai réussi à pénétrer leur système. Ce que j'y ai trouvé n'était pas un registre comptable. C était un carnet de commandes. La société, Solutions Finale S.A. N n'était pas une entreprise de maintenance. C était une façade pour des mercenaires, des spécialistes de la résolution de problèmes, de la manière la plus définitive qui soit. Et le dernier contrat en date, ouvert il y a plusieurs semaines, portait une référence qui a glacé mon sang. Actif, H, Paris. J'ai fouillé plus profondément, mes doigts volant sur le clavier, une urgence froide s'emparant de moi. J'ai trouvé des communications cryptées entre un contact chez Solutions Finale et un client utilisant un pseudonyme. Le décryptage a été un cauchemar, mais ma connaissance des habitudes d'Alexandre m'a donné un avantage. Il réutilisait souvent des fragments de phrases de ses auteurs préférés comme clé de chiffrement. Après d'innombrables tentatives, une phrase de Machiavel a fait sauter le verrou. Les messages sont apparus en clair sur mon écran et j'ai dû me retenir de vomir. Il ne parlait pas de moi comme d'une personne. J'y étais l'actif, la cible, le problème à neutraliser. Le plan était d'une simplicité brutale. Si l'audit et le piège légal ne suffisaient pas à m'éliminer, ou si je devenais trop gênante, le nettoyeur avait pour instruction de passer à l'action. Le message le plus récent, daté de la veille, était une demande de mise à jour du client, notre cher Alexandre. L'actif reste silencieux, probablement à Biarritz comme prévu. Cependant, des perturbations internes inhabituelles ont été détectées. Maintenez une surveillance discrète. Si l'actif montre le moindre signe de reprise de contact ou d'activité suspecte, le protocole « accident » doit être activé immédiatement. J'ai relu la phrase plusieurs fois. Protocole « accident ». Ce N était plus une question de me voler mon entreprise ou ma fortune. Ils avaient prévu une issue de secours,
un plan B qui garantissait mon silence éternel. Ma disparition, que je croyais être mon arme la plus puissante, était aussi devenue le prétexte parfait pour ma mort. Une femme dépressive, seule dans un centre de thalasso. Qui s'étonnerait d'un tragique accident? La nature de cet accident était détaillée dans un échange précédent, avec une froideur clinique qui me révulsait. La méthode privilégiée est une surdose, facile à mettre en scène, cohérente avec un état de détresse psychologique. Pas de questions, pas d'enquête approfondie, propre et efficace. Ils avaient donc tout prévu. Mon humiliation publique n'était pas seulement destinée à me briser psychologiquement, mais aussi à construire le narratif de mon suicide ou de ma négligence fatale. Chaque étape de leur plan était à double tranchant. Ils ne se contentèrent pas de me pousser hors du navire, ils s'assurèrent que je coule sans laisser de traces. La vengeance venait de changer de nature. Ce haine était plus un jeu d'échecs pour récupérer ce qui m'appartenait. C'était devenu une lutte pour ma survie. Soudain, mon sanctuaire numérique ne me semblait plus si sûr. Chaque commande que je tapais, chaque paquet de données que j'envoyais pouvait être une fusée de détresse signalant ma position. Les perturbations internes, dont parlait Alexandre dans son message, étaient moi. Mon sabotage, mes emails anonymes, mes incursions dans leur système, ils commençaient à comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils ne savaient pas encore que le fantôme dans leur machine était la femme qu'ils croyaient anéantie, mais ils cherchaient activement la source du problème. Et ils avaient engagé des professionnels pour la trouver et elle éliminer. Je n'étais plus seulement la chasseresse. J'y étais aussi devenue la proie. La peur, une émotion que j'avais réussi à maintenir à distance, commençait à s'infiltrer dans les fissures de ma détermination. C'est à ce moment précis que mon canal de communication sécurisé avec Camille s'est brutalement coupé. Un frisson a parcouru mon échine. J'ai immédiatement basculé sur les flux des caméras de sécurité interne d'Avenir Tech, une de mes portes dérobées les plus précieuses. Ce que j'ai vu a confirmé ma pire crainte. 2 agents de la sécurité, accompagnés d'un Alexandre au visage fermé et glacial, se tenaient dans le bureau de Camille. Je ne pouvais pas entendre le son, mais je n'en avais pas besoin. Je voyais la confusion de Camille se muer en peur, puis en résignation. On lui a demandé d'éteindre son ordinateur. On l'a regardé rassembler ses quelques affaires personnelles dans un carton. Mon unique allié, mes yeux et mes oreilles à l'intérieur, venaient d'être découvertes et neutralisées. Je suis restée figée devant l'écran, regardant la silhouette de Camille S. éloignée dans le couloir, encadrée par les 2 gardes. Une vague de culpabilité m'a submergée. Était de ma faute. Mon imprudence, une trace que j'avais laissée, une requête trop audacieuse que je lui avais demandée, peu importait la cause. Le résultat était le même. Je l'avais mise en danger, et elle en payait le prix. Son licenciement n'était pas seulement une perte stratégique, était un message clair. Alexandre et ses sbires resserraient l'étau. Ils avaient trouvé une de mes tentacules, et ils n'arrêteraient pas avant d'avoir trouvé la tête. J'y étais désormais complètement seule, aveugle sur le terrain, et je savais qu'ils allaient analyser l'ordinateur de Camille, cherchant la moindre piste qui pourrait remonter jusqu'à moi. Le sentiment de sécurité que j'avais construit autour de moi s'est évaporé en un instant. Cet appartement anonyme à Lyon, qui m'avait semblé être une forteresse imprenable, ressemblait maintenant à une cage de verre. Combien de temps me restait-il avant qu'ils ne trouvent une trace de mes activités? Une adresse IP mal masquée, une empreinte numérique laissée par inadvertance. La paranoïa, l'arme que j'avais si habilement utilisée contre eux, se retournait maintenant contre moi. Chaque bruit dans le couloir de l'immeuble me faisait sursauter. Chaque voiture qui ralentissait dans la rue devenait une menace potentielle. Le « nettoyeur N » était plus un concept abstrait dans un fichier crypté. Il pouvait être n'importe qui, n'importe où. La panique a menacé de prendre le dessus, mais je l'ai repoussée avec une violence mentale inouïe. La peur était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. La chute de Camille et la menace physique ne changeaient pas l'objectif final. Elles ne faisaient qu'accélérer le calendrier. Je ne pouvais plus me permettre une guerre d'usure. Je devais frapper, et frapper fort, avant qu'ils ne me trouvent. Le plan initial de révéler la vérité lors des trophées de l'innovation N était plus seulement une option pour une vengeance spectaculaire. Était ma seule chance de survie. Je devais les exposer publiquement,
les mettre sous les projecteurs d'une manière si éclatante qu'ils ne pourraient plus se cacher dans l'ombre pour m'éliminer discrètement. Mon rythme de travail est devenu frénétique. Le sommeil n'était plus une option. Alimenté par la caféine et l'adrénaline, j'ai passé les 48 heures suivantes à consolider mon arsenal numérique tout en effaçant mes traces. Était une danse dangereuse. Un pas en avant pour récupérer une preuve cruciale. 2 pas en arrière pour brouiller les pistes. Je savais que leurs experts en sécurité informatique, probablement renforcés par les compétences du « nettoyeur », étaient à mes trousses. Je pouvais sentir leur présence sur le réseau, comme des requins tournant autour d'une proie blessée. Ils testaient les pare-feux, sondèrent les ports, cherchant la moindre faille. Était une course contre la montre, et le prix de échec était ma propre vie. Alexandre, de son côté, est devenu encore plus erratique. Privé de la possibilité de me joindre à Biarritz, j'avais bien sûr jeté le téléphone que J était censé utiliser et alerté par la découverte de la taupe qu'était Camille. Il a compris que la situation lui échappait. Dans un email paniqué à Julien, que j'ai intercepté juste avant de couper définitivement mon accès à leur messagerie, il écrivait « Elle sait. Je ne sais pas comment, mais elle sait. L'audit ne suffira pas. Active le plan B. Dis à ton contact que la prime est doublée s'il résout le problème avant la cérémonie de vendredi. Je veux qu'elle disparaisse. Pour de bon, cette fois, la confirmation était là, noir sur blanc. L'ordre avait été donné. Le contrat sur ma tête N était plus conditionnel. Il était actif. La menace a pris une forme concrète. En utilisant un logiciel de reconnaissance faciale sur les flux de caméras de surveillance de la ville autour de mon immeuble, une intrusion hautement illégale mais nécessaire, j'ai repéré un homme qui ne correspondait pas au profil du quartier. Il ne faisait rien de particulier. Il était assis dans un café en face, lisant un journal, puis passait un appel, puis marchait le long du trottoir. Mais il était toujours là. Il apparaissait à des intervalles réguliers, changeant de vêtements, mais était bien le même homme. Il ne me cherchait pas encore activement. Il était en phase de reconnaissance, quadrillant la zone d'où provenaient les dernières activités suspectes détectées sur les serveurs d'Avenir Tech. Ils avaient réussi à me localiser approximativement. Ce N était plus qu'une question d'heure. Je devais partir. Mon refuge lyonnais était compromis. J'ai commencé à détruire méthodiquement toutes les preuves de mon passage. J'ai utilisé un logiciel d'effacement de niveau militaire pour nettoyer les disques durs de mes ordinateurs, ne laissant que des 0 et des 1 incohérents. J'ai brûlé les quelques notes manuscrites que j'avais prises dans l'évier de la cuisine, regardant les cendres de mes plans S écouler avec l'eau. Tout ce qui comptait, l'intégralité du dossier, le cadeau d'anniversaire, était désormais stocké sur une seule clé USB cryptée, pas plus grande que mon pouce, que je portais autour de mon cou. Était ma bombe, mon assurance-vie et mon unique arme. En faisant mon sac, un simple sac à dos contenant un ordinateur portable neuf et intraçable, quelques vêtements de rechange et de l'argent liquide, j'ai ressenti une étrange sensation de légèreté. J'abandonnais ma forteresse, mais je me libérais aussi d'une position défensive. Le fantôme allait devoir bouger, devenir nomade. Je n'avais plus de base d'opération, plus d'alliés, et une équipe de professionnels à mes trousses. Ma seule protection était la foule, l'anonymat des gares et des transports en commun. Mon plan ne consistait plus à me cacher, mais à me fondre dans la masse, à devenir invisible en pleine lumière jusqu'au moment de la confrontation finale. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement qui avait été mon sanctuaire et mon arsenal. La lumière bleutée des écrans S était éteinte, laissant la pièce dans une obscurité presque totale. Il ne restait aucune trace de mon passage. Hélène, l'architecte invisible, la stratège numérique, avait de nouveau disparu. En sortant par une porte de service à l'arrière de l'immeuble, je me suis sentie comme une fugitive. La paranoïa était désormais ma compagne de route, chaque passant un ennemi potentiel, chaque caméra un œil hostile. La guerre avait changé de dimension. Hélène était plus virtuelle. Elle était devenue physique, viscérale, et elle se terminerait en face à face. Ma destination était Paris. Était à la fois la décision la plus logique et la plus dangereuse. Retourner dans la gueule du loup, dans la ville où ils avaient le plus de pouvoir et de ressources. Mais était aussi là que se trouvait ma cible. Et le lieu de mon triomphe ou de ma défaite finale, le pavillon Gabriel. Je ne pouvais plus orchestrer leur chute à distance. Pour survivre, je devais être présente,
Je devais contrôler personnellement la détonation. C était un pari insensé, un va-tout désespéré. Mais il m'avait poussé dans mes derniers retranchements. Ils voulaient que je crève? J'allais leur montrer ce que C était que d'être véritablement acculé. Dans le train qui filait vers la capitale, je me suis surprise à ne plus ressentir de peur. La menace de mort avait eu un effet paradoxal. Elle avait brûlé les dernières scories de doute et de chagrin. La femme qui avait pleuré sur le balcon était une étrangère pour moi. La stratège qui avait méticuleusement planifié sa vengeance depuis Lyon était devenue trop vulnérable. La femme assise dans ce TGV, regardant le paysage défiler à toute vitesse, était autre chose. Elle était une survivante. Et les survivants ne jouaient pas pour gagner. Ils jouaient pour ne pas perdre. Et la seule façon de ne pas perdre cette partie était de renverser l'échiquier de la manière la plus spectaculaire possible. Le dispositif que Camille avait placé avant d'être renvoyé était ma seule et unique porte d'entrée restante. C était un petit boîtier, presque indétectable, connecté au système de projection de la salle de conférence. Mon plan initial était de l'utiliser pour diffuser mes preuves à distance. Maintenant, il allait devenir mon lien direct avec le champ de bataille. Je devais me trouver à proximité, dans le périmètre de l'événement, pour pouvoir activer la séquence finale via une connexion locale sécurisée. C était une faille de sécurité qu'ils ne s'attendraient jamais à ce que j'exploite en personne. Leur arrogance était, une fois de plus, leur plus grande vulnérabilité. J'ai passé les dernières heures avant la cérémonie dans un petit hôtel anonyme près des Champs-Élysées. J'ai utilisé l'ordinateur portable vierge pour une dernière incursion, non pas dans les systèmes d'Avenir Tech, mais dans ceux de la société événementielle en charge des trophées de l'innovation. J'ai obtenu les plans de sécurité, les horaires de passage, les accréditations des techniciens. Je ne cherchais pas à entrer par la grande porte. Je cherchais une faille, un angle mort, un moyen de me glisser dans les coulisses, là où personne ne s'attendrait à me trouver. Je n'étais plus une invitée ou une PDG. J était une saboteuse, une infiltrée. Leur erreur fondamentale a toujours été de me sous-estimer. Ils me voyaient comme l'épouse, la rêveuse, le cerveau abstrait derrière le leader charismatique. Ils n'ont jamais imaginé que je pouvais être impitoyable, que je pouvais me salir les mains, que je pouvais opérer sur leur propre terrain. En engageant un tueur, ils m'avaient en fait une faveur involontaire. Ils m'avaient montré que toutes les règles étaient abolies. Ils avaient transformé un conflit d'affaires en une guerre totale. Et dans une guerre totale, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a que la destruction de l'ennemi, par tous les moyens nécessaires. En enfilant une tenue simple et sombre, celle d'une technicienne audiovisuelle, j'ai vérifié une dernière fois la clé USB autour de mon cou. Elle était chaude au contact de ma peau. C était le cœur de mon opération, le concentré de leur trahison, de leur cupidité et de leur cruauté. Alexandre s'attendait à recevoir un trophée ce soir, le symbole de sa réussite volée. Il ne savait pas que je lui apportais un autre cadeau. Un cadeau bien plus personnel et bien plus mémorable que la montre qu'il avait méprisée. Ce soir, je n'allais pas seulement reprendre ce qui m'appartenait. J'allais leur montrer ce que signifiait vraiment souhaiter la mort de quelqu'un. Je suis sortie de l'hôtel et me suis fondue dans la foule parisienne. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes au drame qui était sur le point de se jouer. Pour le monde, J était une femme brisée, en deuil, cachée quelque part sur la côte atlantique. Pour Alexandre, J était une cible, un problème à éliminer avant qu'il ne devienne trop bruyant. La vérité était que J était une arme chargée, marchant calmement vers le pas de tir. La peur avait laissé place à une résolution glaciale. Ils avaient allumé un incendie en pensant pouvoir le contrôler. Ce soir, ils allaient être consumés par les flammes. Leur escalade désespérée, leur décision de franchir la ligne entre la fraude et le meurtre, avait scellé leur destin. Ils m'avaient enlevé toute possibilité de retraite, toute option de clémence. En me poussant au bord du gouffre, ils m'avaient forcé à apprendre à voler. Ils pensaient me réduire au silence, mais ils n'avaient fait qu'amplifier ma voix. La cérémonie allait commencer dans 1 heure. Alexandre répétait probablement son discours, savourant sa victoire. Il n'avait aucune idée que le fantôme qu'il avait créé venait le hanter en personne, et que le spectacle de ce soir ne serait pas sa consécration, mais son anéantissement public. La menace physique avait intensifié les enjeux à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Chaque pas que je faisais dans les rues de Paris était calculé. Je scrutais les visages,
cherchant le regard de l'homme que j'avais vu sur les caméras de surveillance à Lyon. Était-il déjà là? M'attendait-il? Cette nouvelle dynamique changeait tout. Mon plan ne pouvait plus être parfait. Il devait être rapide et décisif. L'improvisation, une compétence que j'avais rarement eu à utiliser dans ma vie structurée, devenait mon principal atout. Je devais être plus imprévisible qu'eux, plus audacieuse. Leur décision de me traquer physiquement était une erreur tactique monumentale. Tant que la bataille restait numérique, ils étaient sur mon terrain, dans un monde que j'avais construit et que je maîtrisais mieux qu'eux. En déplaçant le conflit dans le monde réel, ils m'offraient de nouvelles armes. La dissimulation, le déguisement, les éléments de surprise. Ils cherchaient un fantôme dans la machine, mais J était désormais un spectre de chair et de sang, capable de se glisser dans les interstices de leur réalité. Ils pensaient me coincer, mais ils ne faisaient que me libérer des contraintes de mon sanctuaire numérique. La perte de Camille m'avait isolée, mais elle m'avait aussi endurcie. La culpabilité S était transformée en fureur. Sa loyauté méritait d'être honorée, et la seule façon de le faire était de mener notre mission à son terme. Sa capture N n'était pas un échec, C était un sacrifice, et je n'allais pas le laisser être vain. Chaque preuve que j'allais projeter sur ces écrans géants serait aussi un hommage à son courage. Je ne me battais plus seulement pour moi. Je me battais pour la seule personne qui avait cru en moi quand tout le monde m'avait trahi. Alexandre, dans sa panique, avait commis l'erreur classique d'un tyran. Il avait répondu à une menace subtile par une force brute et disproportionnée. Il pensait pouvoir résoudre un problème complexe avec une solution simple et violente. Il ne comprenait pas que la menace N n'était pas une entité externe qu'il pouvait éliminer, mais la conséquence directe de ses propres actions. Il était le créateur de son propre némésis. En essayant de me tuer, il n'avait fait que rendre ma vengeance non seulement justifiée, mais nécessaire. Alors que j'approchais du pavillon Gabriel, je pouvais voir les lumières, entendre le brouhaha des invités arrivant. Le gratin de la tech française était là, prêt à célébrer un imposteur. Ils allaient assister à un couronnement, mais pas celui qu'ils attendaient. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était calme, régulier, comme celui d'un chirurgien avant une opération complexe. J'avais analysé la maladie, isolé la tumeur, et je m'apprêtais à l'exciser avec une précision impitoyable. J'ai contourné l'entrée principale, me dirigeant vers une petite porte de service que j'avais repérée sur les plans. J'ai sorti un faux badge de technicien, une copie parfaite que j'avais créée dans ma chambre d'hôtel. La partie la plus dangereuse de mon plan commençait maintenant. Je devais naviguer dans les coulisses, un territoire hostile rempli d'yeux potentiellement curieux. Mais ma résolution était totale. Ils m'avaient transformé en une cible. Ce soir, j'allais leur rappeler que même la proie la plus traquée peut se retourner et mordre. Leur monde de luxe et de mensonges était sur le point de s'effondrer. Ils avaient voulu m'effacer, me réduire à néant. Mais comme le disait le proverbe, on ne peut pas tuer ce qui est déjà mort. La Hélène qu'ils connaissaient était morte sur ce balcon, le soir de cet anniversaire. Celle qui se tenait maintenant aux portes de leur forteresse était une force de la nature, une incarnation de la conséquence. Et les conséquences, comme ils allaient l'apprendre à leurs dépens, sont inévitables. La dernière pensée qui m'a traversé l'esprit avant de franchir le seuil était pour Alexandre. Il avait souhaité ma mort comme cadeau d'anniversaire. C'était une requête tellement cruelle, tellement définitive. J'avais décidé de lui offrir quelque chose de similaire. Pas la mort de son corps, ce serait trop simple, trop miséricordieux. Non, j'allais lui offrir la mort de tout ce qu'il était, de tout ce qu'il prétendait être, la mort de sa réputation, de sa carrière, de sa liberté. Un anéantissement public et total. Après tout, il fallait bien que quelqu'un exauce son vœu. Les coulisses du pavillon Gabriel sentèrent le vernis frais et l'anxiété feutrée. Vêtue d'une combinaison noire de technicienne, un badge plastifié accroché à ma ceinture, J était un fantôme dans la machinerie de leur triomphe. À travers une ouverture dans les rideaux de velours, je pouvais voir le spectacle. Un parterre de costumes hors de prix et de robes de soirée scintillantes, le gratin de la technologie française réunie pour célébrer mon mari, l'usurpateur. Ils levaient leur coupe de champagne à sa gloire, ignorant que le vin aurait bientôt le goût des cendres. Je n'éprouvais ni trac ni haine, seulement le calme absolu d'une prédatrice qui observe sa proie s'avancer nonchalamment vers le piège. Chaque sourire d'Alexandre, chaque regard complice échangé avec Sophie,
Chaque poignée de main assurée avec Julien nain était qu'un combustible pour le brasier que je m'apprêtais à allumer. Il se croyait au sommet du monde, sans voir qu'il se tenait au bord d'un précipice que j'avais moi-même creusé. Le moment est arrivé. Le maître de cérémonie a prononcé son nom avec une déférence qui me donnait la nausée. Le trophée de l'innovation est décerné à l'homme qui a redéfini notre avenir. Monsieur Alexandre Dubois. Les applaudissements ont éclaté, un tonnerre d'illusions. Il s'est levé, a embrassé Sophie sur la joue, une performance pour la galerie, et a gravi les marches de la scène comme un roi montant sur son trône. Son sourire était éclatant, une arme de séduction massive qu'il avait si souvent utilisée contre moi. Depuis la régie technique où je m'étais glissée, mon doigt planait au-dessus de la touche « Entrée » de mon ordinateur portable, relié au dispositif de Camille. C était le détonateur. Alexandre s'est approché du pupitre, a ajusté le micro et a pris une profonde inspiration, prêt à livrer le discours de sa vie. Il ne savait pas que je venais de le lui voler. J'ai appuyé sur la touche. Le spectacle pouvait commencer. Mes amis, mes partenaires, quelle soirée inoubliable, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans la salle. Derrière lui, l'immense écran qui devait afficher le logo d'Avenir Tech a vacillé. À sa place est apparu un email, projeté en lettres gigantesques pour que personne, même au fond de la salle, ne puisse en manquer un mot. L'expéditeur, Julien. Le destinataire, Alexandre. L'objet, finalisation contingence, H. Le corps du texte était une feuille de route de leur trahison, se terminant par la phrase fatale « La falsification de sa signature numérique sur les transferts est indétectable. L'audit de lundi la clouera au pilori. » Un murmure a parcouru la salle. Alexandre, sentant un changement dans l'atmosphère, s'est retourné. J'ai vu son visage se décomposer, la couleur quitter ses joues. Dans la salle, le regard de Julien s'est transformé en une lueur de panique pure. Le premier pilier de leur empire venait de s'effondrer. Avant que le choc ne puisse se dissiper, l'écran est passé au noir, et un son a empli le silence. Un enregistrement audio. C était la voix de Sophie, mielleuse et cruelle. Elle est tellement naïve, elle croit encore que c'est son projet. Quand elle sera partie, on pourra enfin repeindre sa chambre d'amis. J'ai toujours détesté ce bleu. Le rire gras d'Alexandre a suivi, un son que j'avais autrefois aimé et qui me retournait maintenant l'estomac. Patience, mon amour, bientôt, tout ceci sera à nous. La maison, l'entreprise, tout. Elle ne sera plus qu'un mauvais souvenir. L'humiliation naine était plus la mienne. Elle était maintenant leur. Je pouvais voir Sophie, à sa table, le visage blême, les yeux fixés sur l'écran comme si elle voyait un fantôme. Les invités se tournèrent vers elle, leur regard passant de la confusion au mépris le plus total. La trahison personnelle, exposée dans toute sa sordide banalité, était encore plus dévastatrice que la fraude. Puis, le coup de grâce. L'audio s'est tu, remplacé par une transcription de messages, froid et clinique. Client, l'actif devient imprévisible. Le plan B doit être activé. La réponse, sous le nom de code du nettoyeur. Compris, protocole, accident, enclenché. Et enfin, la dernière directive d'Alexandre, projetée en lettres capitales qui semblait saigner sur elle écran. Fais en sorte que ça ressemble à une overdose. Personne ne se posera de questions. À côté de cette phrase, une photo de moi, souriante, prise lors de nos dernières vacances. La salle était maintenant plongée dans un silence de mort. Ce N était plus une histoire de gros sous ou d'adultère. C était un complot meurtrier, exposé sous les projecteurs d'une cérémonie qui célébrait l'innovation. L'ironie était si parfaite qu'elle en devenait presque artistique. Ils n'ont été de plus des hommes d'affaires ambitieux, ils étaient des monstres. La panique a éclaté. Alexandre, sur scène, était une statue de cire, incapable de prononcer un mot. Son visage un masque d'horreur et d'incrédulité. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Dans la salle, j'ai vu Julien se lever brusquement, renversant sa chaise et tenter une course désespérée vers la sortie. Il n'est pas allé loin. 2 agents de sécurité, que j'avais discrètement prévenus quelques minutes plus tôt, l'ont intercepté avec une efficacité tranquille. Sophie, elle, ne bougeait plus. Elle était pétrifiée, les larmes coulant en silence sur son maquillage parfait.
Son monde de luxe et de mensonges s'effondrant autour d'elle. Leurs partenaires commerciaux, leurs amis, tous les regardaient avec une expression de dégoût. En quelques minutes, j'avais transformé leur soirée de couronnement en leur procès public, et le verdict était déjà tombé. Alors que le chaos était à son comble, les lumières de la scène se sont braquées sur l'entrée principale de la salle de bal. Le silence est retombé, lourd et stupéfait. Je me tenais là. J'avais enlevé ma combinaison de technicienne pour révéler une robe noire, simple et élégante. Mes cheveux étaient relevés, mon maquillage sobre. Je n'étais ni la victime éplorée qu'ils avaient voulu créer, ni le fantôme vengeur qui avait opéré dans l'ombre. J'y étais Hélène Dubois, revenue d'entre les morts qu'ils m'avaient souhaité. Je les ai regardés, un par un. Julien, maîtrisé par la sécurité, Sophie, anéantie à sa table, et Alexandre, toujours prisonnier de la scène, me fixant comme si J était une apparition. La foule s'est écartée sur mon passage, formant une allée silencieuse jusqu'à la scène. J'ai monté les marches calmement, chaque pas résonnant dans le silence absolu. J'ai pris un micro des mains d'un organisateur médusé. Mon regard n'a pas quitté celui d'Alexandre. J'ai vu la peur dans ses yeux, la compréhension que le jeu était terminé, qu'il avait perdu de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il n'y avait plus de haine en moi, seulement une satisfaction glaciale, la certitude d'une justice immanente. Je me suis approchée du pupitre, à côté de l'homme qui avait souhaité ma mort. J'ai tapoté le micro, le son a fait sursauter l'assemblée. Puis, ma voix, calme et claire, a tranché l'air. On dirait que vous avez oublié de m'envoyer une invitation, mais je ne voulais pas rater le discours. Le xékmat était total. Mon ironie a flotté un instant dans le silence sépulcral de la salle, avant que le fracas de leur chute ne la remplisse. Les lumières de la salle se sont rallumées brutalement, chassant les ombres et révélant le chaos. Ce ne sont pas les organisateurs de l'événement qui ont agi, mais la police. 2 inspecteurs en civil, que j'avais contactés quelques heures plus tôt avec un aperçu de mes preuves, se sont avancés calmement vers la scène. Ils n'ont pas eu besoin de dire grand-chose. Alexandre, vidé de toute son arrogance, s'est laissé menotter sans un mot, son regard vide croisant le mien une dernière fois. Ce haine était pas de la haine que j'y ai lue, mais une incompréhension totale, celle d'un roi déchu qui ne comprend pas comment son château de sable a pu s'effondrer. Sophie et Julien ont connu le même sort, extraits de la foule comme des tumeurs malignes. La cérémonie de leur triomphe était transformée en la scène de leur arrestation, sous les flashs crépitants des smartphones qui immortalisaient leur déchéance pour éternité. J était devenue épicentre d'un séisme médiatique. Du jour au lendemain, mon nom était sur toutes les lèvres, non plus comme la femme effacée d'un PDG à succès, mais comme l'architecte d'une des reprises de pouvoir les plus spectaculaires que le monde des affaires français ait jamais connues. Les journalistes qui avaient autrefois chanté les louanges d'Alexandre se battaient maintenant pour obtenir une interview, un commentaire, une bribe de mon histoire. Ils me surnommaient « la dame de fer de la tech », le fantôme du pavillon Gabriel. J'ai refusé toutes leurs demandes. Mon histoire, elle n'était pas à vendre. Ma vengeance n'avait pas été un spectacle pour le public, mais une nécessité pour ma survie. J'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Observant depuis mon nouvel appartement, un loft minimaliste avec une vue imprenable sur la Seine, comment le narratif qu'ils avaient tenté de construire autour de ma faiblesse était pulvérisé et remplacé par la vérité, une vérité que j'avais forgée moi-même. Le procès fut une simple formalité, une conclusion administrative à une guerre déjà gagnée. Mon cadeau d'anniversaire a été déballé non pas par un mari infidèle, mais par les procureurs de la République. Chaque pièce à conviction présentée au tribunal avec une précision chirurgicale. Les emails, les enregistrements, les transactions frauduleuses, le contrat avec le nettoyeur, leur culpabilité était si écrasante, si évidente, que leur défense s'est effondrée dès le premier jour. J'ai assisté à chaque audience, non pas par désir de les voir souffrir, mais pour être le témoin silencieux de la conséquence de leurs actes. Je les ai regardés se rétrécir sur le banc des accusés, leur façade de pouvoir et de sophistication écaillant pour révéler les êtres cupides et pathétiques qu'ils étaient vraiment. Ils n'ont jamais osé croiser mon regard. Ils ne le pouvaient pas. J était le miroir de leur propre noirceur, et l'image était insoutenable. Le verdict est tombé comme un coup près. Alexandre et Julien,
reconnu coupable de tentative de meurtre, de fraude en bande organisée et d'abus de biens sociaux, ont écopé des peines maximales. Des décennies derrière les barreaux les attendaient. Un juste retour pour avoir voulu m'effacer de l'existence. Sophie, pour sa complicité, a reçu une peine plus légère, mais suffisante pour anéantir sa carrière et sa réputation à jamais. En entendant le juge prononcer leur nom et leur sentence, je n'ai ressenti ni joie, ni soulagement. J'ai ressenti une forme de paix froide, la certitude que l'ordre avait été rétabli. L'univers, que leurs actions avaient déséquilibré, avait retrouvé son aplomb. La justice N n'était pas une émotion. C était une équation mathématique, et le résultat venait être calculé avec une précision implacable. Leur chapitre était clos. Le mien ne faisait que commencer. Leur ruine ne s'est pas arrêtée aux portes de la prison. Elle fut totale, financière et matérielle. Leurs comptes en banque ont été saisis. Leurs biens liquidés pour rembourser les sommes détournées d'Avenir Tech. L'appartement du 16e arrondissement, ce trophée de leur trahison, a été vendu aux enchères. Leurs actions, leur patrimoine, tout ce qu'ils avaient accumulé en me spoliant, est retourné à sa source légitime, l'entreprise que j'avais créée. Quant à la Patek Philippe, symbole de mon amour bafoué, elle a été retrouvée lors d'une perquisition. Je l'ai récupérée, non pour la porter, mais pour la vendre. Le montant de la vente a été intégralement versé à une association venant en aide aux femmes victimes de violences psychologiques. C était la dernière dette à régler, le point final d'une histoire sordide, transformant un symbole de douleur en un acte de reconstruction. Avenir Tech, pendant ce temps, était au bord du gouffre. Le scandale avait fait fuir les investisseurs, secoué la confiance des clients et démoralisé les employés. Le conseil d'administration, paniqué, ne savait plus vers qui se tourner. C'est à ce moment que je suis revenue, non pas en suppliante, mais en sauveuse. Je n'ai pas demandé à récupérer ma place. Je l'ai exigée. J'ai convoqué une réunion d'urgence et, pendant 2 heures, j'ai exposé ma vision. J'ai présenté un plan de restructuration audacieux, une feuille de route pour non seulement sauver l'entreprise, mais la propulser vers des sommets qu'Alexandre n'aurait jamais pu imaginer. Il n'y a eu aucune délibération. Mon retour n'était pas une option, CE était leur seule issue. Ce jour-là, je suis officiellement devenue présidente directrice générale d'Avenir Tech. L'architecte invisible était enfin sorti de l'ombre pour réclamer son trône. Ma première décision en tant que PDG fut une purge. Tous ceux qui avaient de fermer les yeux, qui avaient profité du régime d'Alexandre, qui avaient participé de près ou de loin à ma mise à l'écart, ont été remerciés le jour même. Ce ne fut pas un acte de vengeance, mais un acte de survie pour l'entreprise. J'ai remplacé la culture de la peur et du secret par une culture de la transparence et du mérite. Et ma première embauche fut Camille. Je l'ai fait revenir, non pas à son ancien poste, mais en tant que directrice de la sécurité des systèmes d'information, avec des parts dans l'entreprise. Son regard, lorsqu'elle a accepté, était un mélange de gratitude et de fierté. Nous avions commencé cette bataille ensemble, et il était juste que nous la terminions en reconstruisant ensemble. Sa loyauté avait été mon ancre dans la tempête. Elle serait désormais l'un des piliers de mon nouvel empire. J'ai rebaptisé l'entreprise. Avenir Tech était trop souillé par le passé, trop lié à l'image d'Alexandre. La nouvelle entité s'appellerait Phénix, un nom qui symbolisait non seulement ma propre renaissance, mais aussi celle de la société. J'ai abandonné les projets vaniteux et les effets d'annonce pour me concentrer sur le cœur de notre technologie, le projet Prométhée. Je l'ai renommé Projet Hestia, du nom de la déesse grecque du foyer et de l'architecture. C était mon chef d'œuvre, et il porterait désormais un nom qui honorait sa véritable créatrice. Sous ma direction, Phénix est devenu plus qu'une entreprise technologique. C'est devenu un symbole de résilience, une preuve qu'une fondation solide, basée sur l'intégrité et l'innovation véritable, peut survivre aux pires tempêtes et renaître de ses cendres, plus forte et plus brillante qu'avant. Sur le plan personnel, la transformation a été tout aussi radicale. J'ai vendu l'appartement du 16e arrondissement sans même y remettre les pieds. Chaque objet, chaque souvenir, était une encre qui me retenait à un passé que j'avais transcendé. Mon nouveau domicile, un loft industriel surplombant la ville, était mon sanctuaire. Des murs blancs, des lignes épurées, des œuvres d'art audacieuses.
Il n'y avait rien de l'ancienne Hélène ici. Chaque meuble, chaque livre, chaque objet avait été choisi par moi, pour moi. C était un espace qui ne reflétait pas un partenariat, mais une individualité souveraine. J'ai appris à apprécier le silence, la solitude, non pas comme un vide à combler, mais comme un espace pour penser, créer et diriger. J'ai redécouvert qui Juga était sans l'ombre d'un homme pour me définir. Te está gustando esta historia? Déjà un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Je repense parfois à la femme que Juga était, celle qui croyait que son bonheur dépendait de la lumière d'un autre. Je ne la méprise pas. Je ressens pour elle une forme de tendresse distante, comme pour une vieille photographie de soi enfant. Elle était naïve, certes, mais c'est sa douleur qui a servi de forge. C'est dans le feu de la trahison la plus abjecte que mon caractère a été trempé, que mes faiblesses ont été consumées pour ne laisser que l'acier de ma volonté. La vengeance n'a pas été une fin en soi. Ce fut un processus de purification, un chemin nécessaire pour me dépouiller de tout ce qui n'était pas authentiquement moi. La femme qui a dû mourir pour survivre n'est pas revenue amère ou brisée. Elle est revenue complète. Pour la première fois de ma vie, j'y étais entière, maîtresse absolue de mon identité et de mon pouvoir. Aujourd'hui, quand je me tiens à la baie vitrée de mon bureau, qui occupe tout le dernier étage de la tour Phénix, je ne vois plus le même Paris. Ce ne sont plus les lumières d'un rêve partagé, mais les contours d'un royaume que j'ai bâti, défendu et conquis. Je ne suis plus l'architecte invisible. Chaque innovation qui sort de nos laboratoires, chaque contrat signé, chaque succès porte mon nom, visible de tous. Alexandre avait voulu que je crève pour que son règne puisse commencer. L'ironie, c'est qu'il a fallu qu'il s'efface pour que le mien puisse véritablement débuter. L'histoire ne se souviendra pas de lui comme d'un visionnaire, mais comme d'une note de bas de page dans la biographie d'une reine. Et mon règne, lui, ne fait que commencer. Cette expérience m'a enseigné la leçon la plus précieuse de toutes. Le pouvoir le plus authentique ne vient pas de ce que l'on contrôle à l'extérieur, mais de la maîtrise que l'on a de soi. Ils ont tenté de me prendre mon entreprise, ma fortune, ma réputation et même ma vie. Mais ils n'ont jamais pu toucher à la seule chose qui comptait vraiment, mon esprit. C'est là que la bataille s'est gagnée. C'est là que la femme brisée a refusé de se soumettre et a commencé à planifier. Pour toutes celles qui écoutent mon histoire, qui se sentent invisibles, sous-estimées ou piégées, sachez ceci. La cage la plus solide est celle que nous construisons dans notre propre esprit. Et vous seul, détenez la clé pour en sortir et reprendre le pouvoir qui vous a toujours appartenu.